Et si le pire danger, désormais, n'était plus la ligne de front, mais la disparition silencieuse de l'électricité, du chauffage et de l'espoir? Depuis plusieurs semaines, la guerre en Ukraine s'infiltre dans chaque foyer. Dans les maisons obscures, les rues désertées, les nuits ponctuées d'alertes stridentes. Cette situation n'est pas sans rappeler la Seconde Guerre mondiale, lorsque les populations de Londres se réfugiaient dans le métro pour échapper au Blitz. Aujourd'hui, en Ukraine, chaque nouvelle salve de missiles rappelle que la guerre moderne ne laisse aucun sanctuaire et que la vulnérabilité s'installe jusque dans l'intimité du quotidien. À chaque annonce de livraison d'armes à longue portée, une vague de frappes massives s'abat sur les infrastructures vitales. Les conséquences sont immédiates. Coupure d'électricité généralisée, transport à l'arrêt, incendies incontrôlables et un chaos qui gagne le nord, le centre et l'ouest du pays. C'est comparable à ce qu'ont vécu les habitants d'Alep en Syrie, contraints de survivre sans électricité ni eau, inventant des solutions de fortune pour se chauffer ou s'éclairer. Dans la région de Chernihiv, des femmes en racontent avoir passé plusieurs nuits entières dans des abris, éclairés seulement par des bougies, tandis que les villes alentours s'effaçaient dans le noir total. Par exemple, une mère de 3 enfants, réfugiée dans une cave, raconte comment elle réconforte les plus petits en leur racontant des histoires à la lueur d'une flamme vacillante, malgré le bruit des explosions. À l'est, à Kharkiv, des quartiers entiers sont figés. Sans bus ni métro, chaque déplacement devient une épreuve. Une étudiante se souvient avoir marché 2 heures à pied sous la neige pour trouver une pharmacie encore ouverte, après avoir attendu en vain le moindre transport en commun. À l'ouest, près d'une centrale thermique grièvement touchée, l'effondrement du chauffage laisse les habitants impuissants. Un vieil homme habitant près de Rivne raconte avoir appris à superposer plusieurs couches de vêtements et à dormir dans la même pièce que ses voisins pour partager la chaleur humaine, une pratique qui rappelle les solidarités d'autrefois pendant les grands hivers de guerre. Partout les témoignages affluent. Enfants réveillés en sursaut par les explosions, personnes âgées isolées, petites entreprises contraintes de fermer. La vie quotidienne s'effondre sous la pression. L'anxiété s'installe, la cohésion sociale se fissure, et les autorités peinent à rétablir l'essentiel ou à rassurer une population à bout de force. Une coiffeuse de Dnipro explique avoir transformé son salon en centre d'accueil improvisé, offrant thé et abri, réinventant ainsi la notion de service à la communauté. Ce n'est plus seulement la sécurité qui vacille, mais la possibilité même de survivre dans certains centres urbains. La guerre ne cherche plus la victoire éclair, mais l'asphyxie lente en détruisant tout ce qui permet à une société de tenir debout. Comme lors du siège de Sarajevo, la population apprend à vivre sans garantie du lendemain, transformant chaque geste du quotidien en acte de résistance. Face à cette nouvelle stratégie, les civils doivent réapprendre à survivre dans un quotidien bouleversé et imprévisible. Mais comment garder espoir quand chaque jour menace d'emporter le peu qu'il leur reste? Cette question lourde de tension hante tous les foyers. Les familles se demandent: avons-nous assez de provisions? Combien de temps tiendrons-nous sans chauffage? Comment une guerre de position s'est-elle transformée en un assaut ciblé contre les réseaux vitaux? En Ukraine, le conflit n'a plus rien de ces offensives fulgurantes que l'on fantasme souvent. Le front s'est figé et la stratégie dominante vise désormais l'asphyxie. Les frappes aériennes et missiles s'abattent sur les centrales électriques, les dépôts de carburant, les gares et les zones industrielles, qu'elles soient au nord, au centre ou à l'ouest du pays. Cette tactique s'apparente à la politique de la terre brûlée, utilisée par Napoléon lors de la campagne de Russie. Détruire ce qui permet à l'ennemi de subsister. Chaque attaque n'endommage pas qu'un site, c'est tout un système qui vacille. La destruction d'une seule centrale crée une onde de choc. Les autres stations sont brutalement surchargées, déclenchant des coupures en cascade. Dans certaines régions, des incendies ont ravagé les infrastructures, rendant impossible le rétablissement du courant pendant des semaines entières. On se souvient, lors de l'hiver dernier, de ces files d'attente interminables devant les stations de recharge pour téléphone, ou de ces files d'attente pour du bois de chauffage. La logistique nationale est prise pour cible. Dépôts, ateliers, entrepôts et lignes ferroviaires sont systématiquement visés. Les trains s'immobilisent, la circulation se paralyse et la population s'adapte tant bien que mal à des coupures fréquentes, souvent imprévisibles. Un conducteur de train raconte avoir passé 48 heures bloqué sur la voie, distribuant ses provisions à ses passagers. Pourtant, sur la ligne de front, la violence ne faiblit pas. Les combats font rage dans le nord, l'est et le centre, mais l'attention du pays glisse lentement vers l'arrière. Ce sont les conséquences sur les civils qui inquiètent. Ce n'est plus une guerre de mouvement,
mais une lutte d'usure où chaque infrastructure détruite fragilise le quotidien. Cette situation rappelle la guerre Iran-Irak des années 80, où les infrastructures civiles étaient systématiquement prises pour cible afin de briser le moral des populations. L'impact humain est immense. Coupure de courant, blocage des transports, pertes industrielles, tout cela érode le moral collectif. Les familles s'enfoncent dans la nuit ou se réfugient dans les abris, se demandant si elles auront lumière, chauffage et eau au matin. La résilience de la société ukrainienne est soumise à une tension extrême. Une enseignante raconte comment elle continue ses cours à la lumière des lampes frontales, utilisant son téléphone en mode économie d'énergie pour transmettre les devoirs à ses élèves réfugiés ailleurs dans le pays. Les autorités promettent des réparations rapides, mais la vulnérabilité du système grandit chaque jour. Le coût humain et social s'alourdit, la peur et l'épuisement gagnent du terrain. Cette phase du conflit ne se distingue plus par des avancées spectaculaires, mais par un effritement lent et implacable des fondations du pays. Un maire de petite ville confie que la plus grande victoire serait, aujourd'hui, de garantir 24 heures sans coupure. Pour la population, chaque nuit sans lumière devient une épreuve. Mais comment réagit-on lorsque l'espoir s'amenuise et que l'incertitude gagne chaque moment du quotidien ? L'exemple des communautés rurales, qui réapprennent à cuisiner au feu de bois et à puiser l'eau des puits, témoigne d'une adaptation forcée mais résolue. Que se passe-t-il lorsque l'ennemi n'attaque plus de front, mais vise à user l'adversaire et à étouffer sa population jusqu'à la rupture ? Depuis plus d'un mois, la guerre prend un nouveau visage. Les grandes offensives cèdent la place à une stratégie d'asphyxie, méthodique, lente, implacable. Il ne s'agit plus de conquérir, mais d'affamer, d'isoler, de briser la volonté. Les sièges de villes comme Mariupol ou Grozny jadis montrent combien cette méthode peut détruire non seulement les infrastructures, mais aussi les liens humains. Autour de villes clés comme Pokrovsk ou Kupiansk, les sièges s'allongent. Les routes de ravitaillement tombent les unes après les autres. Chaque livraison devient une opération de plus en plus risquée. Les habitants, prisonniers, sont confrontés à des évacuations chaotiques ou impossibles. À Mariupol, en 2022, de nombreuses familles ont passé des semaines entières dans des sous-sols, rationnant chaque litre d'eau. Briser cet encerclement coûte cher. À chaque tentative, les pertes humaines se multiplient. Les convois humanitaires sont régulièrement pris pour cible, souvent détruits avant d'atteindre leur destination. Les parachutages d'urgence, menés dans la précipitation et sous le feu, se soldent parfois par des drames. Une organisation humanitaire raconte avoir perdu 2 camions et 4 bénévoles lors d'une tentative d'acheminer des médicaments à Severodonetsk. Cette tactique va au-delà de la conquête de terrain. Elle vise à détruire le moral, à paralyser tout espoir. Les frappes ciblées s'abattent sur les infrastructures vitales, ponts, gares, centrales électriques. Un à un, les liens qui maintiennent la vie quotidienne sautent. Des quartiers entiers s'enfoncent dans le noir, isolés du reste du pays. Lors de la guerre en ex-Yougoslavie, des villes entières sont restées sans électricité pendant des mois, les habitants cuisant leur pain dans des fours communautaires improvisés. Jour et nuit, les drones surveillent les accès, tandis que l'artillerie harcèle sans relâche. Les villes résonnent des explosions et des sirènes, instaurant une peur permanente. Chacun se demande « qui sera le prochain ?» Une mère de famille témoigne que ses enfants dorment habillés, chaussures aux pieds, prêts à fuir à chaque alerte. La perte de Kupiansk serait un désastre. Ce n'est pas qu'un point stratégique, c'est le cœur d'une chaîne logistique fragile. Sa chute entraînerait l'effondrement de l'approvisionnement, menaçant des milliers de vies, civiles comme militaires. Un ancien militaire explique que la logistique, plus que la puissance de feu, décide du sort des batailles. Sous les coups répétés, la société vacille. Les ressources se raréfient, les chaînes d'approvisionnement se brisent, la tension monte chaque jour. Les responsables politiques et militaires voient d'abord leurs options diminuer à mesure que la lassitude et la peur gagnent la population. Un conseiller municipal avoue que la difficulté majeure n'est plus d'organiser la défense mais de maintenir l'espoir. La résistance s'organise pourtant malgré l'isolement et la fatigue. Mais combien de temps avant que la rupture ne devienne inévitable ? L'histoire montre que les sièges prolongés, comme celui de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, mettent à nu la capacité d'une population à endurer l'indicible. À quoi ressemble un futur où chaque journée de guerre signifie moins de ressources, plus d'incertitude et la disparition progressive de l'espoir ? Le conflit s'installe dans la durée, sans percée décisive, piégeant civils et combattants dans une impasse meurtrière. Ce sont les populations ordinaires qui supportent le poids grandissant de cette guerre d'usure, où la lassitude ronge le moral et la peur remplace la résilience.
Le quotidien devient un test d'endurance. Familles anxieuses, soldats démoralisés, nouvelles funestes qui s'accumulent. Dans les rues, la fatigue s'affiche sur chaque visage. Les conversations sont rares, les regards fuyants. Les nuits sont longues, l'attente insupportable. Combien de semaines, de mois encore à survivre? Un psychologue raconte que le nombre de consultations pour stress post-traumatique a triplé en 6 mois. Partout, les pénuries s'aggravent. L'eau potable se fait précieuse. Chaque matin, des files se forment, bidons à la main pour quelques litres à économiser. L'électricité se fait capricieuse. D'immenses quartiers s'enfoncent dans le noir et le froid, sans préavis. Trouver des médicaments devient une épreuve. De plus en plus de familles bricolent des remèdes pour apaiser douleurs et fièvres. Des groupes de voisins s'organisent pour faire des tournées de distribution, rappelant les brigades de solidarité des années 40. Dans les hôpitaux, l'urgence devient la norme. Les coupures de courant interrompent les opérations, les générateurs surchauffent, les stocks de matériel médical fondent. Les plus vulnérables paient le prix fort. Enfants, personnes âgées, malades voient grandir la menace de la malnutrition, du stress, du manque de soins. Une infirmière raconte avoir réappris les gestes du passé, comme la stérilisation à l'eau bouillante et les pansements faits maison. Les ONG et la communauté internationale s'époumonnent à réclamer un cessez-le-feu, un accès humanitaire, la protection des civils. Pourtant, sur le terrain, rien ne semble bouger. Les négociations piétinent, chaque camp cherche à gagner du temps ou à forcer la main par la pression militaire ou politique. Un diplomate européen confie que l'absence d'accord transforme chaque jour de guerre en tragédie supplémentaire. Au contraire, la violence s'intensifie. Les frappes visent désormais les infrastructures stratégiques. Électricité, eau, routes, sabotage et blocus ciblés deviennent monnaie courante, aggravant la crise. La peur d'un débordement régional grandit. Si la situation humanitaire s'aggrave, d'autres nations pourraient vouloir intervenir, faisant basculer la guerre vers un nouveau conflit encore plus vaste. Les exemples récents de la Syrie ou du Yémen montrent à quel point la spirale de la violence peut rapidement engloutir toute une région. Dans ce contexte, l'épuisement général et la paralysie économique risquent d'ancrer la crise dans la durée. Les ressources s'amenuisent, la survie absorbe toute l'énergie, et la moindre perspective de paix s'éloigne vers un avenir plus incertain que jamais. Un économiste affirme que la reconstruction prendra des décennies, même si la paix revenait demain. Mais au cœur de cette impasse, certains refusent de céder à la fatalité. Tandis que la guerre s'enlise, d'autres formes de résistance s'organisent, discrètes mais déterminées. Quand tout s'effondre, comment résister, s'entraider et préserver l'espoir? Sous les frappes et au rythme des coupures, la société civile ukrainienne s'adapte sans relâche. Dès les premières heures, des centaines de bénévoles se rassemblent. Ils ouvrent des abris, organisent des distributions de repas chauds, créant des points de chaleur où chacun peut venir se réchauffer ou recharger un téléphone. L'urgence fait naître une nouvelle solidarité. À Kiev, une association a distribué plus de 1000 générateurs en 3 mois, permettant à des écoles de continuer à fonctionner. Les quartiers inventent, des générateurs sont installés dans les écoles, églises, hôpitaux. Certains habitants bricolent des lampes à batterie, installent des réservoirs d'eau de pluie, tout pour limiter la dépendance aux réseaux centraux devenus précaires. Chaque innovation, même infime, est un rempart contre la peur de l'isolement et du noir. Un collectif d'étudiants a conçu des panneaux solaires artisanaux à partir de matériaux récupérés. Dans les immeubles, les villages, des chaînes de solidarité apparaissent. On partage informations, médicaments, vivres. Les voisins prennent soin des personnes âgées, malades ou isolées et soutiennent les familles dispersées par la guerre. Quand les réseaux tombent, la débrouille prend le relais. Messagers à pied, talkies-walkies, tout est bon pour garder le contact. Dans une petite ville près de Lviv, un journal du soir, manuscrit, circule de porte en porte pour tenir tout le monde informé. La protection de l'information devient vitale. Dans chaque quartier, on s'interdit de diffuser toute image ou message qui pourrait trahir l'emplacement d'un abri, d'un groupe de civils ou d'un stock de vivres. Au moindre doute, des relais locaux rappellent que la sécurité de tous dépend du silence de chacun. Cette discrétion rappelle les réseaux de résistance de la Seconde Guerre mondiale, où chaque mot pouvait sauver ou condamner une vie. À l'international, l'aide évolue. Les ONG n'envoient plus seulement du matériel, mais aussi un soutien psychologique crucial pour une population marquée par la peur, les pertes et l'incertitude. Les appels aux dons se multiplient, tout comme les initiatives pour pousser les gouvernements à agir. Tant que l'aide arrive, l'idée d'être oublié s'efface un peu.
En France, une association d'intelligence Sensita Antanf, une association organise chaque semaine une collecte de vêtements thermiques expédiés par convoi spécial. Dans cette guerre d'usure, chaque minute compte. La rapidité des réponses, la capacité à improviser et la force de la solidarité locale font basculer le sort entre résignation et survie. La dignité, dans ces conditions extrêmes, tient à l'inventivité et au courage partagé. C'est ainsi que des vies sont sauvées, jour après jour. Un médecin explique que la meilleure arme contre le découragement, c'est de se sentir utile, même par de petits gestes. Mais alors que la résistance s'organise, une question persiste. Combien de temps cette énergie collective pourra-t-elle tenir face à l'usure et à la violence ? Les prochains jours risquent de mettre la cohésion à l'épreuve. L'histoire de la Pologne, résistante sous l'occupation, rappelle qu'une société soudée peut tenir bien plus longtemps que prévu, mais que chaque journée coûte cher en énergie et en espoir. La guerre en Ukraine n'est plus un affrontement limité aux lignes de front. Elle s'infiltre dans la vie de chaque citoyen, bouleversant le quotidien et redéfinissant la notion même de résistance. La guerre moderne cible l'invisible, la routine, l'accès à l'eau, le chauffage, l'électricité. Un père de famille confie qu'il a appris à fabriquer des filtres à eau à partir de charbon et de sable, une technique transmise par sa grand-mère. Les bombardements ciblent désormais les centrales électriques, les voies ferrées et toutes les infrastructures vitales. Une ville entière peut sombrer dans le noir en une seule nuit. Les trains immobilisés isolent les communautés, rendent les secours impuissants et forcent des familles entières à se lancer dans des exodes périlleux. Chaque interruption d'électricité, chaque course dans les gares devient la preuve que la guerre moderne vise l'espoir et la résilience, bien plus que le territoire. Ce conflit s'est transformé en une guerre d'usure, où l'essentiel n'est plus de gagner du terrain, mais d'user la société civile. L'objectif est d'épuiser la population, de briser sa volonté, de rendre la peur familière. Les habitants, pris au piège entre les combats, paient un prix immense. Nuits sans chauffage, manque de soins, anxiété constante. Les organisations humanitaires sont à bout de souffle, les ressources s'amenuisent et le moral collectif menace de s'effondrer. Fermer les yeux ou se contenter de suivre l'actualité, c'est accepter que cette crise s'installe durablement. L'impuissance nourrit la résignation, et la résignation transforme l'exception en norme. Si rien ne change, les droits fondamentaux risquent de se dissoudre dans l'indifférence, et la justice de s'estomper derrière la banalisation du malheur. Mais il existe encore un espace pour l'action. Chacun peut choisir la vigilance, s'informer, relayer la réalité, soutenir les initiatives citoyennes. Refuser la désinformation et l'indifférence sont nos armes à nous, observateurs du monde. En gardant l'attention vive, en refusant la fatigue morale, nous pouvons préserver un espoir collectif et réclamer une issue plus juste. Aujourd'hui, la guerre ne vise plus seulement les frontières, mais la volonté de résister, la cohésion sociale, la confiance dans l'avenir. Ne pas réagir, c'est laisser la lassitude et la peur décider du sort de tous. Mais si nous restons solidaires, informés et mobilisés, nous pouvons encore peser sur la suite des événements, refuser l'inéluctable et défendre ce qui compte, la dignité humaine, la paix et l'espoir. Face à ce défi, chacun peut agir à son échelle. Participer à des collectes, écrire aux élus, sensibiliser son entourage, relayer des témoignages vérifiés. Autant de gestes concrets qui nourrissent la résilience collective. S'inspirer des résistances du passé, comme celle de Varsovie ou de Beyrouth, c'est comprendre que la ténacité ordinaire finit par renverser le cours de l'histoire. En Ukraine, la guerre est entrée dans les foyers, mais la solidarité aussi. Tant que l'inventivité, la bienveillance et la mémoire résistent, l'espoir n'est jamais entièrement effacé. Et c'est dans la ténacité du quotidien, dans ces gestes invisibles, que s'écrit déjà la promesse d'un lendemain possible.